بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لمن منكن ومنكم شرفنني وشرفوني بالحضور لمحاضرتنا هذا الصباح، تحدثت باللغة العربية في مقدمتي، ثم أكملت بلغات أخرى هن اللغة الإنجليزية والفرنسية، وحديثي بلغتي الأم وبلغتنا الدستورية الأولى هو نوع من تثمين سيادة المغرب الثقافية، كما نحن فخورون بسيادتنا الاقتصادية ولا نتوانى عن سيادتنا الترابية. أشكركم وأشكركن على حفاوة الاستقبال وعلى حضوركم معنا. أرى أن هناك حضورا من السيدات ومن السادة، من الشباب ومن من خبروا في مجالات عدة، وأرى كذلك أن هناك ممن حضر من أرض الوطن ومن خارجه. شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا على حرارة الحضور. وبعد إذنكم سوف أتحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية، لأننا معروفون كمغاربة بحفاوة الاستقبال، ومن أسس حفاوة الاستقبال كذلك تحدث اللغات ونتحدثها في هذا البلد الحبيب، أرض الأمن والأمان، المملكة المغربية الشريفة. Excellences, Mesdames et Messieurs, cher public, un privilège et un honneur d'être de nouveau parmi vous dans ce beau forum qui fête cette année son 15e anniversaire. Je félicite l'équipe organisatrice et à sa tête mon cher ami et frère Sibrahim Fassil Ferri pour l'excellent travail qui est accompli dans la continuité au service de notre pays, de notre continent, au service aussi de tous les amis du Maroc. Un thème très important cette année, un thème chaud. On a un novembre qui est très chaud. Changement climatique n'est plus une aspiration ou des projections du futur, c'est une réalité que nous vivons tous. 30 degrés en novembre, c'est du jamais vu dans l'histoire récente. Un novembre chaud également de par ce qui se passe de par le monde, ce qui se passe notamment au Moyen-Orient. Et en tant que Marocain, en tant qu'Africain, en tant qu'humain, on ne peut être que solidaire des victimes et on ne peut être que pour la protection du droit de l'homme. Et le droit le plus important de l'homme, c'est celui de la vie et c'est celui de la dignité. Et ils partent ensemble. Je me devais de parler de cela. Je me dois aussi de parler de la chaleur de l'accueil qu'on reçoit à chaque fois qu'on est dans cette belle ville de Tanger, que j'aime beaucoup, que nous aimons tous beaucoup, et qui a réussi aussi à tisser ces liens de fraternité entre toutes ces personnalités qui sont là, qui viennent au Med Day chaque année, qui sont devenus des amis du Maroc, qui sont devenus des amis et des frères tout court. Notre thématique de cet après-midi est aussi une thématique d'actualité, pour ne pas utiliser notre qualificatif. C'est celle de relations, non seulement entre deux institutions importantes à l'échelle mondiale, à savoir l'Union africaine et l'Union européenne, mais c'est toute la révision des relations entre le Sud et le Nord. Et nous sommes ici en terre du Maroc. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a toujours été pionnier, leader dans la défense d'un dialogue serein, d'un dialogue mutuellement respectueux et d'une relation qui profite à tout le monde, qui fait fi des erreurs du passé, qui bâtit sur des bases nouvelles, des bases de respect, des bases qui travaillent l'intérêt des Africains, mais aussi de nos partenaires étrangers. Et ici, on parle de nos amis et de nos partenaires européens. Un ensemble de thématiques nous unissent, un ensemble de défis nous réunissent. La lutte antiterroriste, la paix, la stabilité dans notre continent et de par le monde sont une thématique commune. Je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique et donc l'énergie renouvelable, la transition énergétique est une réalité et qui offre aussi des opportunités, notamment à travers tout ce qui est Credit Carbon. C'est une occasion aussi d'ouvrir cette parenthèse d'investissement dans notre continent africain. Un ensemble de défis, notamment la souveraineté médicale et sanitaire pour notre continent, mais aussi laquelle on a la capacité de bâtir de par le monde. La nécessité de bâtir de l'industrie et donc des emplois à forte valeur ajoutée, c'est très important. La nécessité aussi de garantir l'éducation, véritable levier civilisationnel et pas uniquement économique ou sociétal. Alors pour parler de ces défis qui sont communs, parce que je choisis d'être objectif, mais je choisis aussi d'être positif, et on ne peut que l'être quand on est homme d'État, on ne peut que l'être quand on croit vraiment en son continent, en son pays, en son développement. Il s'agit aussi de tacler un ensemble de défis qui font divergence, parce que l'angle de vue change. Il s'agit d'en parler de manière franche, mais il s'agit surtout de prioriser le dialogue et le travailler ensemble. Alors pour ce faire, nous avons un panel des plus riches aujourd'hui. L'idée n'est pas uniquement d'être dans du
one to many, c'est-à-dire on est dans une logique où où le panel parle et où le public écoute. L'idée, c'est d'être là ensemble pour vous passer le flambeau, mais aussi pour vous écouter, écouter vos interventions, écouter aussi vos questions et vos enrichissements. L'idée n'est pas uniquement de faire preuve de bonne séance, l'idée aussi est de sortir avec des projets qui sont réels et qui sont concrets. On a réussi le défi ce matin, je suis sûr qu'on va le réussir également cet après-midi. Avec votre permission, parce qu'on a un beau panel qui est très riche, non seulement en nombre, et qui est rayonné par la présence d'une dame. Je suis très heureux que ce soit le cas, parce qu'on n'avait pas cette chance le matin. Il y avait qu'un panel issu de femmes. Donc, je vous remercie, Madame Awa Assil, d'être parmi nous aujourd'hui et de nous illuminer aussi de par votre plus-value, tout comme je remercie l'ensemble des panélistes. Nous allons faire cela en 3 tours. Un premier tour, on va tacler déjà quelles sont les priorités, peut-être, de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, du regard de chacun en fait de nos intervenants. Certains auront un regard sécuritaire, d'autres un regard politique, d'autres un regard qui est économique ou beaucoup plus kaléidoscopique. Après ce premier regard, on sortira avec les points communs qui nous unissent tous ensemble et comment les appréhender et surtout les transformer sur le terrain. Dans un monde en pleine décristallisation, on a besoin de gens qui sont comme des faucons, qui prennent de l'altitude pour voir ce qui se passe dans le monde de manière qui est actualisée et qui pique pour créer de la vérité et de la réalité sur le terrain. Je vais respecter le protocole diplomatique et sous vos applaudissements, je donnerai la parole à notre cher frère, à son Excellence, M. Albert Mabry Touakeuse, qui est ancien ministre des Affaires étrangères d'un pays frère, et tous ces pays sont des pays amis et frères, celui de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, question avant l'applaudissement avec votre permission. Quelles sont, selon vous, les priorités les plus importantes de ce dialogue, de cette coopération entre le Sud et le Nord, entre le continent africain et nos partenaires européens? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, cher frère. Je voudrais à votre suite féliciter donc notre ami, le président fondateur d'Amadeus et les organisateurs de Meddays. C'est une initiative concrète, une initiative africaine qui promet donc un dialogue sud-sud. C'est le forum sud-sud et je voudrais vraiment me féliciter d'être ici. Alors, nous parlons de l'Afrique et de l'Europe. L'Afrique et l'Europe ont donc une histoire commune, une histoire qui s'est inscrite sur de longues pages, quelquefois dramatiques et douloureuses pour l'Afrique, mais une histoire qui a donc une existence réelle et qui fait que c'est des peuples qui devaient mieux se connaître parce que géographiquement proches, parce que quelquefois linguistiquement proches, parce que sociologiquement proches, mais qui malheureusement, au fil des années, se sont inscrits dans la méfiance, la confiance à abandonner nos relations. Les jeunes générations sont dans une posture de victimisation. On accuse quelquefois à raison, d'autres fois pas, mais on pense que la raison de notre situation, c'est toujours l'autre. Donc, au niveau de l'Afrique, nous pensons que c'est l'Europe. Et donc, il y a cette posture. Et puis, nous avons donc des réflexes aussi que l'Europe tire de la période de colonisation, de tout notre vécu commun, qui fait que des complexes de post-coloniaux, des complexes de supériorité, entre guillemets, essaient donc de les gêner profondément dans les relations que nous avons. Nous enregistrons des frustrations de l'Europe lorsque l'Afrique tente de désertifier son partenariat et de trouver de nouveaux amis, entre guillemets, mais des gens qui viennent investir. Donc, c'est cette situation qui fait aujourd'hui que 2 continents proches qui devaient établir des relations verticales et qui ont l'avantage de la proximité, ne parviennent donc pas à mettre en commun un plan qui profite mutuellement aux 2 parties et qui font que l'expertise qui est au nord et qui pourrait être mise à profit ne permet pas de transformer en faveur des populations africaines les ressources naturelles abondantes que nous avons, la démographie jeune que nous avons. Nous ne parvenons pas à réaliser le dividende et je crois qu'il est bon que chacun se départisse de son complexe
d'un côté le complexe postcolonial, de l'autre le complexe de victimisation qui fait que nous attendons quelquefois tout de l'autre ou nous accusons l'autre de tout sans que nous-mêmes nous le fassions de force. C'est ça le décor qui se présente et l'opportunité justement, c'est comment nous départir de tout ce qui freine notre développement commun et comprendre définitivement que nous gagnerons à être ensemble, les uns à profiter de l'effort des autres et que personne n'y parviendra seul avec ses propres forces. Merci beaucoup, Excellence. Donc un message qui est franc, qui est très clair, pas de misérabilisme, prenons les choses en main, acceptons en fait notre réalité et bâtissons pour l'améliorer. Et un dialogue qui est franc et qui est serein. Merci beaucoup, Excellence. Je me tourne à présent, et toujours dans le respect en fait, de l'ordre diplomatique, vers son Excellence Cheikh Gadio, un grand frère, un ami. C'est toujours un plaisir en fait, de le revoir, sincèrement. Et je remercie encore une fois nos amis et nos frères d'Amadeus. Je rappelle que le forum cette année est encore une fois à l'honneur de recevoir le haut patronat de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Alors, chers frères, Excellence, la même question. Quel ordre justement ou quelle priorité, ne serait-ce que 2 ou 3, pour ce partenariat entre notre Afrique et entre nos amis européens? Le micro. Voilà, donc je remercie encore une fois les amis de Med Days et je les félicite toujours de mettre en avant les intérêts de l'Afrique d'abord, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des milliers de think tanks qui réfléchissent sur les problèmes de l'Asie, les problèmes de l'Europe, etc. Et ce n'est pas acceptable que des Africains se réunissent pour réfléchir encore sur les problèmes de l'Europe. L'Europe a des gens qui réfléchissent pour elle, l'Asie, l'Amérique, etc. C'est bon que les Africains, quand ils ont des occasions comme ça, ils réfléchissent et ils pensent l'Afrique maintenant en fonction du reste du monde. Nous, dans les discussions qu'on avait au début des années 2000 sur les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous, on défendait souvent le point de vue que l'Europe et l'Afrique ont un choix qu'il faut faire et rapidement. Où on va pour un mariage de raison et de cœur. Si ça ne marche pas, on laisse tomber le côté cœur, on va pour un mariage de raison. Si ça ne marche pas, malheureusement, il faut aller au divorce. Divorce amiable si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, ça va être un divorce amer. Et aujourd'hui, on voit les deux aspects se présenter. Il y a beaucoup de divorces amers qui se font ça et là dans le continent en rapport avec nos amis européens. Nous, Sénégal, par exemple, nous avons une histoire relationnelle très particulière avec les pays européens, la France en particulier. Et Chirac disait que Saint-Louis du Sénégal était la première ville française hors de France. Saint-Louis du Sénégal, il y a 3 siècles. Et donc, ça avait créé des liens effectivement très particuliers entre les deux pays. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a dans le comportement de nos amis européens quelque chose qu'il faut les aider à comprendre et à changer. Moi, par exemple, j'ai mené une bataille avec mes amis européens parce qu'on était, nous, en train de travailler sur la crise du Sahel, sur les agressions terroristes, l'attaque contre le Mali. On se réveille un jour, le président français, à l'Union africaine, invite un sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Alors, nous avons réagi tout de suite en disant, c'est quoi cette histoire d'un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique tenu à l'Élysée? Que voilà pourquoi il y a des malentendus qu'il faut savoir corriger rapidement. Heureusement, des amis français m'ont invité à Paris et m'ont demandé d'exposer mon point de vue. Je l'ai fait. Et l'assistance a accepté que la remarque était pertinente. On leur a dit, si vous aviez consulté vos amis africains, on aurait peut-être proposé un sommet du partenariat Afrique-France sur la paix et la sécurité. Que ça se tienne à l'Élysée ou à Dakar ou à Addis Abeba, peu importe. Mais un sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, vous n'appellerez jamais un sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Asie, sur la paix et la sécurité en Amérique, etc. Et que c'est inacceptable. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord, mais c'est trop tard, le coup est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? On leur a dit donc qu'il faut créer le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique et transférer, déménager les conclusions du sommet de l'Élysée à Paris. Et là, donc, on a pu arranger les choses. Il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de bagarre. Le juge n'a pas à intervenir. On a trouvé un arrangement entre amis. Et par la suite,
on se rend compte que ce qui rend les relations extrêmement difficiles, c'est ce que j'appelle une tradition d'unilatéralisme à prétention universelle. C'est-à-dire, on a des amis européens, quand ils pensent quelque chose, ils ne comprennent pas que le reste du monde ne soit pas d'accord, et particulièrement les Africains. C'est quand ils nous expliquent, y compris des questions qui concernent les Africains, ils s'attendent à un oui automatique. Et quand nous disons non, là, sur ce point, on n'est pas d'accord, sur ce point, on aimerait approfondir, ils trouvent que ce n'est pas bon, ce n'est pas acceptable. Et c'est ce que nous appelons l'unilatéralisme à prétention universelle. C'est-à-dire, eux, ils énoncent que des vérités universelles. Ce n'est pas vrai. La vérité universelle, c'est une somme de vérités particulières, de vérités venant des différents continents, des différentes cultures. Et si on l'avait compris comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu la guerre de l'Irak, on n'aurait pas eu la guerre de la Libye, parce que justement le monde a beaucoup évolué et plus personne n'a le monopole de l'universalité, plus personne n'a le monopole de l'avenir. Donc sur ces questions-là, nous avons pensé que nos amis européens faisaient des erreurs. Maintenant, quand vous entendez les amis européens dire « attention aux Africains, frères africains ou chers amis africains, faites attention à la Chine, faites attention à l'Inde, faites attention à la Turquie ». Alors, c'est un conseil qui est très gênant. D'abord parce que nous savons faire attention, nous-mêmes, sans aide ou appui de qui que ce soit, nous pouvons comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et ensuite, le conseil est malvenu parce que les gens peuvent en retour dire « attention, faites attention à l'Europe ». Parce que notre histoire relationnelle de 3 siècles est faite de blessures, est faite d'histoires mémorielles très compliquées, très difficiles. Alors si c'est nos amis européens, si on fait aujourd'hui la balance, depuis le contact entre l'Afrique et l'Europe, on fait le rapport de qui a gagné dans cette relation, l'Afrique n'a pas gagné, c'est évident. Et donc, si l'Afrique est dans une posture de perdante et qu'on vient lui dire maintenant, faites attention, genre, ne diversifiez pas vos relations, restez dans une relation de monopole entre vous et l'Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je pense que c'était une erreur de procéder ainsi. Ensuite, la question de la migration. La manière dont ça a été géré, jusque-là d'ailleurs, pose énormément de problèmes. Des pays qui avaient la chance d'accueillir des étudiants africains et de bien les accueillir. Moi, j'ai eu la chance d'étudier à la Sorbonne, d'étudier à Jussieu, d'étudier à Vincennes, librement dans les grandes universités françaises. Vous repartez de ça avec une certaine affection pour ce pays qui vous a donné cette formation. Et quand on empêche à nos étudiants d'avoir le visa pour se rendre en France, quand on crée toutes sortes de problèmes et nos jeunes foncent vers la Méditerranée, dans les océans, dans les déserts et meurent là-bas, ça ne renforce pas la qualité des relations. Et ensuite, l'intervention malheureuse en Libye, où l'OTAN, la France et l'Angleterre en particulier, ont, malgré tous les avertissements des Africains, faites attention à ce que vous êtes en train de faire en Libye. La Libye va s'effondrer, le Mali va s'effondrer, le Sahel va s'effondrer, tout le Sahel, toute l'Afrique de l'Ouest quasiment va s'effondrer. Ils ne nous ont pas écoutés, les résultats sont là. Et comme disait l'autre, il n'y a pas eu de service après-vente, ils ont fait ce qu'ils voulaient, éliminer Kadhafi, ils sont rentrés chez eux. Et ils nous ont laissé tous les problèmes du monde. Et plus grave maintenant, on se retrouve avec nos amis européens qui viennent en courant, chaque pays avec sa stratégie Sahel. Même le Danemark a une stratégie Sahel. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils sont venus penser nos problèmes et nous proposer des solutions. Et comme disait l'autre, quand vous le faites sans moi, il y a de fortes chances que vous le fassiez contre moi. Et donc, on s'est retrouvé là encore dans des malentendus. Dernier point, la crise du Sahel, doublée maintenant des débats entre les jeunes Africains, ça a amené la question du franc CFA, par exemple, dans le cadre des pays francophones. Ça a créé une crise majeure et beaucoup de discussions. Et les jeunesses africaines se sont inscrites dans une nouvelle dynamique de réveil panafricain. Comme je dis, bon panafricanisme comme mauvais panafricanisme. Parce que moi, quand je vois des jeunes Africains qui se réclament du panafricanisme, qui défilent à Kinshasa et qui brandissent des photos, j'espérais voir la photo de Lumumba, ou la photo de Cabral, ou la photo de Kwame Nkrumah, ou la photo de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que je vois? La photo de Poutine. Poutine, africain ou panafricain, ça me pose problème comme héros du panafricanisme. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense qu'on doit parler à notre jeunesse de cette question. Ce n'est pas ça, le panafricanisme. Donc, au total, et peut-être aussi,
Quand j'entends des jeunes Africains dire on doit rompre avec la France, on doit rompre avec l'Europe, la France doit quitter le Niger, parce que la France ne nous a pas libérés du terrorisme. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas à la France de venir libérer nos pays du terrorisme, c'est à nous de nous libérer du terrorisme et prendre nos responsabilités. Voilà donc beaucoup de malentendus et je propose que l'Europe comprenne les opportunités, la coopération possible avec l'Afrique. L'Europe est à 12-14 kilomètres de l'Afrique. La Chine a des milliers de kilomètres, l'Amérique a des milliers de kilomètres. Si l'Europe ne comprend pas qu'elle ne peut pas déménager de son voisinage de l'Afrique, l'Afrique ne peut pas déménager de son voisinage de l'Europe. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler ensemble et peut-être à réussir ensemble. Si l'Europe le refuse, nous lui conseillons de se réveiller de sa torpeur. Nous conseillons aussi aux Africains de regarder le futur et d'arrêter de gérer les blessures du passé et l'amertume du passé. L'Afrique peut renaître, l'Afrique a tous les moyens pour, avec ses richesses, avec sa jeunesse, avec ses élites, de reconstruire l'Afrique et d'atteindre la renaissance africaine. Merci. Merci, Excellence, merci Monsieur le Ministre pour ce dialogue franc, riche, mais aussi intelligent. Parce que vous avez choisi d'être aussi fédérateur, tout en mettant l'accent sur des choses qui sont réelles. Je retiens parmi plusieurs éléments, c'est la non-ingérence. Il est inacceptable aujourd'hui encore que des gens pensent avec des mentalités des années 70 et encore des années 20. D'accord ? Et ça ne peut se faire qu'en nous donnant de la valeur nous-mêmes et qu'en valorisant nos propres pays et qu'en sachant et en étant fier d'être africain. Et un point qui m'est très cher et que vous avez si bien souligné, c'est de sortir du dogme, mais pas pour autant pour aller uniquement vers le pragmatisme, parce qu'il y a un pont civilisationnel entre les deux, c'est la culture. On a besoin de bâtir une culture panafricaine intelligente, qui a ses héros parmi les Africains. On ne doit pas avoir peur de nos héros et de ceux qui réussissent et de ceux qui sortent du lot, parce que c'est eux qui vont inspirer les nouvelles générations. Je préfère que nos nouvelles générations aient des idoles panafricaines dans la musique, dans le cinéma, dans l'art, la culture, la réalisation, la politique, plutôt qu'uniquement des idoles qu'ils voient sur YouTube ou sur TikTok. C'est très important. Parce que nous sommes ce que nous voyons. Schrödinger, qui était un génie de la physique quantique, disait qu'on ne peut distinguer entre l'instrument et le résultat. On voit le monde comme on est, et c'est inversement. Il faut que notre jeunesse ait des idoles panafricaines, il faut que notre jeunesse, dans ses écoles, ait envie de visiter des pays africains, connaisse ces pays africains, connaisse leur véritable histoire, les regarde avec un œil de valorisation, et non avec un regard qui est issu d'une tradition publiciste, on est tous des académistes, est issu de la période de Hegel et de ses cahiers sur l'Afrique, qui étaient, on ne peut plus, diminutifs et racistes. Malheureusement, ces cahiers qui ont servi une cause coloniale, qui ont divisé l'Afrique en trois, une Afrique du Nord, une Afrique transsaharienne ou sahélienne, et une Afrique subsaharienne, alors qu'elle était un seul continuum, un continuum humain de valeurs, de prospérité et de commerce mutuel. Il est temps de créer le contrepoison, à savoir une culture, justement, africaine, fière de son histoire, qui montre en fait des exemples à suivre. J'ai envie de voir des jeunes Marocains, des jeunes Sénégalais, Ivoiriens, Gabonais et autres, qui ont envie d'aller, de faire leur vie, de continuer leurs études, de passer leurs vacances dans d'autres pays africains frères. Et je pense que si on voit ça, c'est qu'on a réussi non seulement ce panel, mais on a réussi en fait tout le rêve panafricain parce qu'il sera mis en action. Et c'est ma transition automatiquement vers Madame Aoua Assil, son Excellence, qui est la représentante de l'Agence pour la francophonie, l'Organisation pour la francophonie. Vous traitez beaucoup de culture, justement. Et je suis diplomate dans mes manières d'intervenir. Donc, comment, justement, l'organisation peut-elle contribuer à bâtir un nouveau pan civilisationnel, faisant fi d'un certain acquis du passé qui est une réalité que nous connaissons tous, et contribuant à ce que l'Afrique ait confiance en l'Afrique, comme le dit Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que l'Afrique voit l'Afrique avec un regard, non pas à genoux, comme disait Proudhon, mais debout, que l'Afrique ait envie de bâtir cette Afrique et y croit. Bâtir ce rêve africain, ça passe par la culture, madame. Et votre organisation, elle a beaucoup à y contribuer. Sous vos applaudissements. Je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Royaume du Maroc pour l'accueil, l'hospitalité et les dispositions prises pour notre séjour, et également toute l'équipe, les organisateurs de Médise. Tout d'abord, je voudrais aussi, pour certains, clarifier l'Organisation internationale de la francophonie. C'est 88 États, membres et gouvernements,
avec 321 millions de francophones. Il faut savoir que la francophonie est constituée d'États du Nord et des États du Sud. Mais aussi, bien entendu, l'action de l'organisation, elle est guidée par la conviction que ce qui nous unit, c'est la langue française, cette diversité culturelle, et donc c'est un puissant vecteur d'unité, d'opportunité, de dialogue entre les peuples. Clarifier aussi cet amalgame, francophonie, France. C'est très important. L'essence même de la francophonie a été créée par 4 pères fondateurs. Initialement, bien entendu, ce n'est pas la France. 3 sont africains. Le président Senghor du Sénégal, le président Bourguiba de la Tunisie, le président Diori du Niger et le prince Norodom du Cambodge, Asie. Et c'est toute cette diversité culturelle pour pouvoir communiquer, coopérer, d'où l'outil de communication, la langue française. Nous devons faire avec, nous devons vivre avec, et bien entendu, c'est le pont qui nous lie de l'Afrique vers l'Asie, de l'Asie vers les Amériques, l'Océanie, et arriver à l'Afrique, bien entendu. J'aimerais aussi ajouter, parce que j'ai écouté mes prédécesseurs, mes aînés, pour ne pas reprendre ce qu'ils ont dit, le partenariat Union européenne-Afrique, nous avons ce lien historique déjà, de la colonisation à la décolonisation, aux indépendances, ensuite les accords, la coopération aide au développement après les années 90, et aujourd'hui, il y a aussi ce côté migratoire et également, je dirais, l'aspect sécuritaire. Il faut aussi rappeler que l'Union européenne est le premier investisseur, mais également le premier partenaire et le premier acteur d'aide au développement de l'Afrique. Et la coopération, c'est-à-dire l'organisation, a un caractère de coopération politique, économique, éducative et culturelle. Dans cet espace francophone, bien entendu, mais au service des populations. Je voudrais aussi ajouter ici, c'est la jeunesse. L'Organisation internationale de la francophonie, dirigée aujourd'hui par Madame la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, le mandat est la jeunesse et l'autonomisation des femmes. Je pense que c'est fondamental. L'Afrique doit écouter sa jeunesse. L'Europe doit aussi écouter la jeunesse africaine, d'où la question migratoire qui se pose, à essayer d'apporter des solutions objectives. Et cette problématique découle effectivement d'un manque de perspective de la jeunesse et qui constitue un enjeu de paix, de stabilité et de sécurité pour les États. Et c'est une question d'emploi et de mobilité entre un continent qui vieillit et un continent qui est en pleine vitalité démographique, qui est le continent africain. J'ajouterai aussi que l'Organisation internationale de la francophonie, pour pouvoir pallier à ce partenariat, cette année, il y a eu la conférence ministérielle francophone qui s'est déroulée à Yaoundé le 4 novembre, a démontré que la solidarité africaine est importante et que la contribution volontaire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et du Bénin ont démontré effectivement qu'il y a une solidarité africaine pour cet espace francophone et dans nos diversités culturelles respectives. J'ajouterai, je pense qu'il y a vraiment du travail effectivement à faire pour nos 2 continents. En ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, il y a eu certains fonds qui ont bien entendu aidé cet espace francophone, des États membres, plus précisément des États du Sud.
le fonds de solidarité post-Covid pour relancer l'économie. Depuis 2002, nous avons également le fonds Francophonie avec elle, qui est venu en aide depuis 2022 à plus de 46 000 femmes pour leur autonomisation économique. Nous avons des consultations et concertations jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Sans elle, nous pouvons parler de tout, mais c'est un acteur fondamental et primordial pour le développement. Et je dirais aussi, ce qui est très important à souligner, c'est qu'il y a des avancées. Il y a des avancées, je dirais dans le sens actuellement du Global Gateway, l'initiative. 150 milliards, dont plus de 50 milliards attribués à l'Afrique, pour des projets de transformation, de concert entre les deux continents. Je ne prendrai pas la parole davantage et je répondrai par la suite. Je vous remercie, Madame Assil. Je me permets de vous relancer sous les applaudissements du public et du panel, et les miens, de vous relancer sur une question. Vous êtes à la place centrale et honneur aux dames aussi. Et soyez libre d'y répondre avec la casquette que vous souhaitez, sincèrement. Pardon ? Soyez libre d'y répondre quand vous le souhaitez, c'est en tant qu'experte ou en tant que représentante institutionnelle. Peut-on réfléchir dans le futur? Et c'est vraiment dans un esprit constructif que je bâtis cette question avec vous. Peut-on réfléchir dans le futur à un prix ou un programme de la littérature française anticolonialiste, ou bien à un prix ou un programme de la littérature en français qui soit pour la promotion de l'image d'une Afrique belle et d'une Afrique prospère? Bien entendu. D'ailleurs, nous avons le prix Ibn Khaldoun, qui effectivement dessert la traduction de l'arabe vers le français, du français vers l'arabe. Je pense que c'est une réflexion à mener, bien entendu, et je pense que ce serait très riche, effectivement, d'apporter ce point-là au sein de notre organisation, de concert avec l'espace francophone, dont le Maroc également est membre, et bien entendu avec tous les autres États. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. C'était vraiment pour tendre le flambeau et qu'on bâtisse ensemble, parce que c'est l'esprit de ce panel. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, je me tourne toujours dans le respect, en fait, de l'ordre diplomatique, vers un autre ami et frère. On est tous, en fait, des amis et des frères autour de cette table et dans cette salle. Monsieur Liban Souleymane, ancien chef de cabinet présidentiel, président de groupe et également homme de géopolitique et de culture. Sous vos applaudissements toujours, mesdames et messieurs. Merci. Monsieur Souleymane, je n'ai pas encore posé ma question et j'y réfléchis réellement, parce que vous me connaissez, je n'apprends pas par cœur, si mon ami Emmanuel me permet de vous voir. Merci beaucoup. Alors, automatiquement, je vous ai vu sourire tout à l'heure à certaines interactions, parce que je porte de l'intention à mon public et aussi à mes copanélistes. Et j'ai envie de vous faire réagir sur deux points. Le premier point, c'est le point culture. Pas dans une logique de discorde, mais au contraire, dans une logique de concorde. Comment peut-on bâtir, en fait, justement, une culture dont on a besoin pour avoir une vision commune d'une Afrique joyeuse, digne, prospère, de paix, loin de l'extrémisme? Et comment peut-on, justement, encourager, en fait, ces jeunes et leur donner des modèles, via la culture toujours, des modèles qui sont réalisables sur le terrain, respectant les spécificités de chaque pays, mais en même temps créant de cette diversité une véritable richesse dans le futur. Je vous parle parce que je sais que vous êtes l'une des rares personnes à avoir mené des audits sur tout le continent africain, sur le domaine économique et social, mais aussi pour avoir des labels de promotion musicale et de promotion cinématographique. Donc, c'est un moyen de passer aussi de la vision à l'action. The floor is yours, my friend. Absolutely. First and foremost, I would like to say that it's an honor to be here under the auspices of His Majesty Mohammed VI of Morocco, who, may God give him all the strength to accomplish what he's accomplished, is part of a group of leadership that our generation as Africans admire and we're proud of, that stand tall for an Africa that no longer will bow to any form of condescendence, whether it be economic or cultural, in the lines of leaders like President Paul Kagame of Rwanda. And I believe that this and many other leaders, we can cite them, and our historical leaders that were cited by my elder brother earlier, who have actually sacrificed their blood for what our continent is today. And I think that the narrative of economic empowerment and culture
are particularly intertwined. And I would start by saying that I knew that this panel would get me in trouble because I'm the voice that these leaders are holding back, but in essence are new generations of Africans that no longer have these complexes. When I look at Africa, Europe, equal to equal or nothing at all, I want to take away the Europe, I want to take away the equal to equal, it's Africa or nothing at all. I think that the world dynamics have changed. When you take today and you say Africa and Europe equal, first of all, Europe fits into Africa 3 times at a minimum, maybe a bit more. So we're talking about 3 times the size. And then when we talk about understanding what are the values on which we stand, is it the fact that you have a leveraged economy that's based on processing goods that are coming from natural, non-renewable, and renewable resources from Africa? Or is it that you have the financial lens or mechanisms to value your assets? Because if it's that and valuation of assets, I'm looking at Africa with its land, I'm looking at Africa with its resources on land, I'm looking at Africa with its resources under land. And you look at things, there was a time where I was we fought some economic battles. We did audits against oil companies, transfer pricing. Obviously, as a new generation of Africans, we were thinking that we have to fight these battles. And in fighting those battles, I went from a position of animosity to a position of almost pity. I can say that, when you see far, and quantum physicians, and you said it earlier, look at our continent as potential energy, and potential energy is way more attractive because once it's in kinetic movements, the growth is impeccable. And the last studies that have been seen show that Africa will be the richest continent in the world because the last one to leverage its assets at global prices growing becomes the richest by any chance. So it's Africa or nothing at all. And when I look at Europe, obviously nous parlons français, but I choose to speak English because even certain people in France choose to speak English, and certain leaders of France make speeches in English because it's the language of the economy and the language of cultural domination, right? And you look at it and you see that our generation of Africans have studied in Europe, have studied in London, have understood it like my older brother was saying earlier on. We speak their language. We master their economic thoughts, their systems of thoughts. But the new generation of Europeans are not like the old generation of Europeans that came to get bitten by mosquitoes and get malaria. They're sitting in closet offices, in basements of historic buildings, and they're making policy on Africa of which they understand nothing about. I'm looking at what is wealth. Today, there's now certain countries that have indexes on happiness, speaking of culture. In Africa, there's a Senegalese saying that says, I'm rich by my friends. There's humanity. There's social ties. There are social links. When you go today to Europe, you see, and you take the metro in Paris or in London, you see sad faces. People do not smile anymore. Today, look at the quality of life in Morocco. Yesterday, we went to a dinner with some friends. With $100, we had a 5-course meal at the same level of a Georges V restaurant in Paris for $100. Why are the European retirees coming to Morocco to enjoy a quality of life? Where are you more wealthy? Where do you have more power purchase and better quality of life? Today, I think that with our culture, with grassroots movements, with the advent of social media, the whole world sees that the Hollywood or Paris cinema-driven narratives of a better quality of life up north is no longer a reality. And I will stop there to say that there's a new Africa. Musically, we are very proud as Africans to see our African artists shine globally, and they carry it. And I think that the cultural war, as you said, and the general happiness is a key element. And the last thing I will conclude for, one country that I work in and that I admire particularly for its resilience and its people is Rwanda. And there's a word that is at the foundation of this country's dogma that drives its transformation. And I learned this word there, and it has so much meaning, even more meaning in their own language than in the translation. It's called agachiro. It means that our wealth is our dignity. And I will conclude with that. Thank you. There was a famous Khmer from Cameroon, philosopher, that died very young, less than 40 years old. And he was a student of the great philosopher and statesman from Senegal, Mr. Senghor. And he said that sovereignty equals to dignity. Dignity. Not how much cash you have in your bank account. It's dignity, very important. It means a lot. You can sell, you can buy a lot of things. Never your dignity.
and the human dignity. And that's what we are trying to build. And thank you also for putting in perspective the fact that we in Africa, we're proud to be Africans, and we see the world with our own perspective. And that's very important to encourage that. As a matter of fact, the new generation is different from some others. They know, and they have visited, and they have followed the actual documentaries, and they have friends from all around the world, including our continent. But unfortunately, we know more about capitals, beautiful capitals, such as Brussels, Paris, etc., than we know about the next country to us. How many people over here have visited Mauritania? I'm not waiting for a vote. I already know the answers. Okay, and Mauritania is just next door to the south of Morocco. Right? And it's a beautiful country, I love it. And they have wonderful people and wonderful fish. And it's called the country of 1 million poets. Okay? And they can extrapolate to other countries. How many of us actually speak African languages? And I'm sure that many of us speak 6, 7 languages, and we are very happy with that, right? Okay. So that's just to put things into perspective. That's just to put things into perspective. I do it as point of honor, and my friends over here know that whenever I'm in an African country, to speak in local languages. I'm not speaking about Spanish, Portuguese, French, and others that I already do. I'm speaking about real local languages, not dialects, languages, and about learning about the local history. And that's something that is very, very important, and it's a duty for all of us Africans. And it's a duty for all of us Africans to start speaking positively about our continent. Because we are very good, out of love. Thank you. Because we are very good, out of love, to criticize our continent. But we forget that every critics, every tweet, every post on Facebook or on Instagram negatively about our countries is a bullet that we put into our tourism, is a bullet that we put into our investments, is a bullet that we put in the feet of the person next to you because he will lose the job, or on the students that you are because you will not find the job because the lady or the guy, I respect a lot ladies and men too, but the ladies of the guys that were going to invest were not going to invest because your post went viral. Think about it whenever actually you are talking about your continent, because you are the only ones so far that can talk about it positively. Be right ambassadors of your continent. I'm glad actually whenever I'm in an African country, when I have a young Moroccan that comes to see me, or another actually sister and brother that studied in Morocco, and there are many nationalities that come with their backpack, or that come with their ties, and they tell me we studied, we attended your conferences, and we believed in the African dream. Right, Jibril? That's the spirit. We need to believe in our continent, and we need to promote our continent. And the beacon that I gave to Mrs. Awa was a real beacon. Let's try also to have literature, to have movies that speak positively about our continent. Not just about the problems, not just about the underdevelopments, but make it what it is, a true paradise, so that people believe it, so it becomes a reality in the field. Let's continue with Mr. Jibril, since I'm speaking actually in English. So I avoid him actually to use the mics. My dear brother, professor, it's our second panel together today. You come with a strong actually academic and research background. My question actually will be clear to you. What part should actually the relation with Europe have in Africa's multiple and international relations? Thank you. And your applauses, please, ladies and gentlemen. Thank you very much, Amin. If you would allow me, I would give more a personal and subjective response rather than objective. I happen to be, sometimes I think I'm caught in a bit of a trap. I was born in Gambia and left when I was 19 and lived all my adult life in the United Kingdom. We were still part of the European Union, but we've always been an island in the United Kingdom. So there was a degree of disengagement. Then I've worked within the European Union over the years, and I've observed and been participated in some of the discussions, the negotiations between African countries and Europe, as Ambassador Minister Gajo mentioned. And I'm still amazed at the psychodrama. 150 years after colonialism, 60 years after independence, the emotional tension and the psychodrama is still so palpable. Sometimes I'm observing and I'm thinking, and these are all sophisticated, highly educated people. And very quickly, it comes down to these raw emotions.
you would hear the Europeans would tell you that the Africans are not playing by the rules. These documents they are disputing. We provided it months ago. They didn't read it. They didn't respond, You speak with the Africans and they're saying they're up to their old tricks. It's procedural trickery. It's divide and rule. And guess what? All of those things are true. The Africans are not doing the diligent homework. The Europeans are using trickery. No doubt about it. They are using divide and rule as they've done before. So in terms of then how do you overcome them? I have almost surrendered to the fact that the trauma of colonialism and the psychological arrogance it also gave would still live with us for a while, for at least another generation. So if I accept that as a starting point, then the interaction should be informed by those complexities that are surrounding it. The exciting thing with hearing Liban speak is what we're tending to see of a younger generation who, unlike Mr. Gajo and myself, I was born after independence, but I still have some of these hang-ups. But we are seeing a generation who were born in the 1990s, who don't carry some of this baggage and are able to then negotiate their way in a different manner. But I do observe, and I think it is a sound observation, that the fundamental element wouldn't be, do we have equality? Because virtually in no relationship ever do you have perfect equality. The circumstances dictate, but clearly Africans' bargaining power needs to increase. And it should use it judiciously for what it wants. Second, this occasional optimism we have that Europe as a bloc is looking after our interests, we should leave that foolishness behind us and assume, even if it were true and occasionally true, it is safer to assume that they do not have that ultimate interest for you. It just is safer to do that. And simply because of the bargaining power, despite the trend we see, it is today, it is true that if you take all the economy of Africa, the growing economy of Morocco, the big economies of Egypt, Nigeria, South Africa, and all 55 countries, you put them together, it is smaller than the economy of Germany. Fact, today. Isn't that horrible? So the bargaining power needs to increase, and that happens partly by what Liban is suggesting, by opting out of the orthodoxy. Take Afrobeat in culture and how that has now is almost defining the new cultural narrative. We need to make sure, of course we know who's singing the songs, but we need to make sure we are also keeping the money. That's essential. But the cultural opting out that we made is important. Remember, the great grandfather and doyen of this whole genre was Fela Kuti. Fela Kuti came from what you call a classic, privileged African Nigerian background. His mother is repeatedly the first Nigerian woman to drive a car, a family of doctors and academics. And he was sent to England to study medicine, but he went to the Royal College of Music. Then he opted out and said, I do not want this classical stuff. And then he designed a genre which now have produced an economy. We've seen it in Nollywood, we've seen it in mobile money, that Africans can indeed make a choice out of the orthodoxy and the metropolitan setup that is against them in order to create options for them, which would increase their bargaining power. But be aware, the emotional complexities are so strong, and it's most amazing indeed. Thank you.
I'm hesitating between answering in English or in French. Can I do it in English, Jibril, with your permission? This is the new Africa, on fait les deux, non? C'est ce que je vais essayer de faire. Merci, mon frère. Je vais parler en français d'abord pour inclure un maximum de public avec votre permission. En fait, Jibril, tu m'as fait rappeler une anecdote que j'ai jamais racontée, et c'est ma transition aussi vers le prochain panéliste. Elle est incroyable. En fait, on était dans un événement international. Je suis très fier d'être marocain. C'est très clair que vous pouvez le voir toujours avec un pins du Maroc. Hein. Ça, c'est toujours le cas, tout en étant ouvert et tout en étant loin de tout type d'extrémisme. Alors, j'étais quelque part. Il y avait une grande délégation d'un pays riche, d'un pays développé, riche matériellement, hein, et même culturellement. Riche et développé, que je ne nommerai pas pour des raisons de bienséance. Alors, le premier jour, je les croise, j'étais dans le restaurant, j'étais accueilli par le chef, par tout le monde. Eux, ils ne les ont pas laissés entrer parce qu'ils n'avaient pas de réservation. Je n'avais pas de réservation non plus, hein, pour être franc avec vous. Après ça, tout le monde vient m'embrasser, me saluer, etc. Personne ne les saluait. Bon, je peux vous épargner les détails, c'était comme ça pendant toute une journée. Le lendemain, on devait se voir l'après-midi. L'un d'entre eux est venu clairement me dire dans le couloir, « Vous êtes marocain, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Qu'est-ce que vous avez au Maroc ?» Et comme j'ai la capacité d'absorber, je lui ai sorti mon plus beau sourire. Je lui ai demandé, « Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez chez vous ?» Parce que je comprenais sa question. Est-ce qu'on a du pétrole? Est-ce qu'on a du gaz? Est-ce qu'on a du fer? Parce que c'est comme ça qu'ils nous mesurent. Comme si on était dans un souk. D'accord? Est-ce qu'on est prêt à exporter une économie de 100 milliards, 2000 milliards, pour savoir comment me parler? Mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez? J'aurais pu aussi lui répondre, on a 3500 ans d'histoire. On a un peuple uni autour de son roi. On est un pays qui tient ses paroles. On est un pays qui, même dans les crises les plus difficiles, reste uni. Pendant le Covid, on a vu des gens faire des choses incroyables de solidarité. On a vu un pays être solidaire avec ses frères africains. On a vu, pendant le séisme et après le séisme, des moments magnifiques de part et d'autre. On a vu des gens qui avaient pratiquement tout perdu et quand les secours arrivaient, quelques heures après, ils leur offraient le thé et le sucre. Comme si, voilà, rien n'arrivait, on est en train d'accuser bonne réception de votre voyage. C'est un acte de foi, c'est un acte de générosité, c'est un acte d'iman, c'est un acte de puissance. On a vu des officiers et des soldats sous les instructions du chef suprême, Sa Majesté Lainsro, qui pendant des heures travaillaient, refusaient de laisser la relève, prendre leur place. Refusaient. Par générosité, par mobilisation, par solidarité. Ces valeurs-là ne sont pas que des valeurs marocaines. C'est nos valeurs africaines. C'est ces valeurs qui font qui on est. C'est cette identité qui fait qui on est. Et c'est notre union. Et quand on est unis, personne ne peut nous affaiblir. Jamais. Et quand on a confiance en nous-mêmes et en nos amis, en nos frères, tout en respectant les divergences, personne ne peut nous détruire parce qu'on travaille ensemble dans la foi. Nos pays ne se résument pas à un PIB, nos PIB ne se résument pas à un marché en termes de population, nos pays ne se résument pas à un ensemble de denrées premières. Ce que tu disais si bien, Jibril. Nos pays, c'est nous, c'est nos femmes et nos hommes, c'est notre histoire, c'est notre présent, et ô combien on a la capacité de croire en nous et de bâtir notre futur. Défendre nos pays, c'est pas les autres, c'est chacun d'entre nous. Bâtir nos pays, c'est pas les autres, c'est chacun d'entre nous. Et Dieu sait que rien n'est parfait. Et heureusement, parce que ça nous laisse lieu à travailler et à devenir des femmes et des hommes d'État réels capables de servir. Une femme et un homme d'État, ce n'est pas une carte de visite, c'est une capacité réelle et concrète de servir. C'est des valeurs, c'est de la compétence et c'est aussi un réseau parce qu'on ne travaille jamais tout seul. Et déjà, vous voyez le réseau ici et ici. On n'est pas dans le rejet de l'autre, on est au contraire dans l'inclusion autour de projets qui sont réels, qui sont sincères. Et je fais automatiquement le pont, puisque je parle en français, à mon voisin de gauche, M. Emmanuel Dupuis, éminent expert et aussi président d'Institut international, non pas pour être dans le micromanagement, mais sur un sujet où il excelle parmi d'autres, celui de la sécurité, de la paix et de la lutte antiterroriste. S'il veut bien, on n'est pas en dictature. Donc c'est un point qui semble être un point commun, quoique les regards sont parfois divergents, mais il faut le tacler. Et de par le panel, vous en êtes l'un des principaux experts. Peut-être qu'il y aura d'autres qui voudront intervenir dessus. La situation au Sahel, elle est ce qu'elle est. L'instabilité, elle est ce qu'elle est. La recrudescence du danger extrémiste et du danger terroriste est un problème. Le besoin de l'Europe, de pays d'Afrique, notamment du Maroc, pour la déradicalisation est un besoin qui est réel, parce que c'est un antidote que très peu de pays ont. Comment voyez-vous justement la coopération UE-UA cette fois-ci, sous ce regard-là, avec votre permission et sous vos applaudissements?
Merci Amine. Alors c'est effectivement un sujet que je peux évidemment traiter et que je ne peux pas occulter, mais je voudrais peut-être prendre le sujet de manière plus globale, en mettant en avant 3 priorités qui me semblent partagées, et peut-être qu'il y aura la possibilité de les interroger. Premièrement, nous sommes face à des inacceptables communs, le terrorisme en est un, la criminalisation de la migration en est un autre. Nous devons avoir une approche convergente, avoir les institutions qui nous permettent de dialoguer les uns avec les autres. La difficulté, c'est que dans nos 2 espaces civilisationnels, dans nos 2 espaces institutionnels, nous ne parlons pas forcément d'une même voix, au sein de l'Union européenne comme au sein de l'Union africaine, sur ces mêmes questions. Il y a des polarisations, il y a des diversités, et en tout cas, il n'y a pas suffisamment de convergence quand il s'agit de parler d'une même voix au sein de l'Organisation des Nations Unies pour faire, évidemment, réponse ou apporter une solution à ces thématiques. C'est également vrai vis-à-vis du continent africain, on l'a bien vu avec un certain nombre de pays africains, qui, nonobstant le fait de parler désormais d'une même voix et d'avoir une représentation au sein d'organisations exogènes, le G20 en est une, ne parle pas forcément d'une même voix quand il s'agit de voter des résolutions onusiennes pour dénoncer ce qui se passe à Gaza ou sur la crise ukrainienne. Donc, le premier élément, c'est que nous devons avoir l'honnêteté de penser que nous devons avoir un aggiornamento et une réflexion sur la manière dont la cohésion de nos espaces se font et pas forcément de manière aussi évidente que les différents agendas, l'agenda 2063 pour l'Union africaine, l'agenda 2030 vu par l'ONU pour le continent africain et notre propre agenda européen. Je rappelle qu'il y a un élément tout à fait déterminant à avoir à l'esprit, c'est que nous avons bâti ensemble des communalités à peu près avec la même temporalité. 1951 pour la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a donné naissance ensuite à une communauté économique en 1957, 1963, qui avait été précédée par l'idée des États-Unis d'Afrique, ou en tout cas la perspective que cette réalité devait donc aboutir vers cette réalité que les différentes structures qui ont succédé, que ce soit l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le traité d'Abuja en 1981, puis l'Union africaine. Donc, premièrement, penser la question sécuritaire de manière conjointe dans nos 2 espaces et créer avant un dialogue nord-sud, un dialogue entre nous. Ce qui est vrai sur cette dimension sécuritaire est également vrai de manière plus holistique dans la notion de l'autonomie stratégique. Nous devons penser à une moindre dépendance, nous sur la rive nord, vous sur la rive sud, par rapport à d'autres partenaires, que ce soit des dépendances énergétiques ou que ce soit des dépendances sécuritaires, évidemment pour nous, en ce qui concerne notre appartenance à l'OTAN, et pour vous, la difficile émergence d'une africanisation de la sécurité, d'une architecture de paix et de sécurité, qui pourtant existe sur le papier depuis 2002 avec le sommet de Durban. C'est là ma première priorité. Ma deuxième priorité, ou en tout cas l'élément qui me semble important, c'est que nous avons un besoin ardent de comprendre nos complémentarités aujourd'hui et surtout demain. Car l'Europe aura besoin du continent africain plus que le continent africain a besoin de l'Europe. Premièrement, il ne vous aura pas échappé que la croissance démographique rend le continent européen très dépendant du continent africain. Nous sommes 450 millions aujourd'hui, nous serons 650 millions d'habitants à la fin de ce siècle, quand le continent africain sera passé de 2 à 4 milliards d'habitants avec une augmentation de 357% en termes de croissance démographique. Ça veut dire qu'il y aura des migrations et il faudra bien en tenir compte, car nous ne pourrons pas les empêcher. C'est un phénomène normal dans notre vie, pour l'instant, plurimillénaire. Troisième élément, c'est évidemment la question de l'investissement pour le futur. Ça a été évoqué par ma collègue. Nous avons insuffisamment d'instances, insuffisamment de lieux et insuffisamment de projets qui nous permettent de dialoguer ensemble. Le Global Gateway existe sur le papier, vous l'avez mentionné, 300 milliards d'euros, dont la moitié, 150 milliards, seront fléchés pour l'Afrique. Mais pas aujourd'hui, à partir de 2027-2030. Et sans doute avec un amoindrissement de son objectif. Il n'existe pas encore une zone de libre-échange transcontinentale, liant les 3 000 milliards de dollars de PIB du continent africain et les 18 000 milliards de PIB du continent européen, car nous sommes dans une logique de triangulation stratégique avec une cohésion nord, centrale et sud-américaine, une cohésion asiatique
qui fait que l'Europe et l'Afrique sont obligés, du nord au sud, à créer cet espace de libre-échange. Gageons que la mise en place de la zone de libre-échange continentale effective depuis le 1er janvier 2021 y contribue. Gageons aussi que l'espace européen participe d'une convergence dans ce domaine. Et puis, dernier point, et j'en terminerai vraiment très très rapidement, je crois qu'on a trop tendance à penser l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, en oubliant qu'elle ne sera absolument pas la même dans 10 ans. Et qu'une Union européenne à 27, avec une centralisation qui est de moins en moins méditerranéenne et de plus en plus est-européenne, continentale, fait que les objectifs et les priorités européennes dans 10 ans ne seront plus les mêmes, avec de nouveaux pays qui vont dénaturer la relation euro-méditerranéenne ou euro-atlantique, qui était celle qui avait mu notre espace stratégique vers une profondeur stratégique eurasienne. Et il faudra bien en tenir compte, et j'en termine par là, pour essayer peut-être d'envisager des structures qui nous permettent de recréer de la verticalité. Je vous en livre une, et je la laisse à la sagacité du débat. La communauté politique européenne, qui a vocation à élargir l'Europe vers son voisinage oriental, pourrait très bien s'élargir vers son voisinage méridional, comme en 2008, on avait pensé que l'Union méditerranéenne pouvait le faire. Très bien. J'ai une filleule que j'ai eue comme étudiante et qui allait terminer sa vie en tant que technicienne. Elle voulait quitter l'école avant d'avoir le baccalauréat parce qu'elle voulait aider sa famille. On en connaît tous en fait des exemples pareils. Elle avait le potentiel. Aujourd'hui, elle est chirurgienne. Je vous ai parlé des détails. D'accord? Donc non seulement elle peut aider sa famille, mais elle peut aider beaucoup d'autres familles. Okay, ce qui a changé, c'est quoi? C'est sa perception d'elle-même et un peu de foi en soi. Nous sommes dans la ville de Tanger. Dans la ville de Tanger, pour ceux qui la connaissent, il y a de cela des décennies. Toi, tu connais Tanger depuis des décennies, mon frère. C'était 200 000 habitants. On prenait un petit taxi qui était vert et bleu et on pouvait pour 4-5 dirhams faire tout le tour de la ville. Une magnifique ville qu'on aime tous. D'accord? Aujourd'hui, Tanger, c'est entre 1,5 et 2 millions si on inclut la périphérie. Et c'était une ville d'immigration absolue. Quand on partait au Café El Hafa, tout le monde rêvait d'aller de l'autre côté. Chez nos amis espagnols, et je vois la photo de son Excellence Monsieur Pedro Sánchez avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. L'Espagne avec qui on a un rapport mutuellement respectueux, de transparence et de clarté et des projets communs, tout comme on l'a avec beaucoup d'amis et de partenaires de par le monde. Tout le monde rêvait d'aller du Café Hafa vers le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, très souvent, l'immigration, elle est inversée. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui étudient. Il suffit d'aller dans les écoles étrangères et privées de Tanger, espagnoles, françaises et américaines, etc., pour voir le nombre d'étudiants en fait, étrangers ou européens et ainsi de suite, qui sont là, et bien sûr de sœurs et de frères africains, qui eux ne sont pas des immigrés, ils sont chez eux, au Maroc, toujours. Et en parlant de cela, je me pose la question de ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une vision, et qu'il y a eu du leadership, et qu'il y a eu une capacité de transformation organisationnelle. La vision, c'est celle d'un roi, avec son peuple uni autour de lui. Il y a eu du leadership, c'est celui de faire un port, qui était une rupture avec un Maroc qui s'était enfermé. Si vous voyez la plupart de nos villes, il y a toujours des cimetières entre les forteresses des anciennes Médina et entre la mer, parce que c'était des hospices défensifs, parce qu'on avait peur de la mer, on avait peur du colonisateur qui venait, etc., et de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, le port est devenu 2 ports, et le port est devenu le plus grand d'Afrique, et le plus grand même, en fait, de cette partie du monde. Et aujourd'hui, ce port n'est pas un portail uniquement du monde vers l'Afrique, mais il est surtout une locomotive de l'Afrique vers le monde. Et ce port, à côté de lui, c'est de la zone industrielle. Et on est passé d'export de produits alimentaires à moins de 15% à l'export de produits à très forte valeur ajoutée, notamment tout ce qui est automobile, et c'est croissant. À l'export de tout ce qui est électricité verte, à partir de Tanger, à l'export de savoir-faire, d'expertise, d'ingénierie. J'ai cru voir Jacobs Engineering quelque part par là, et ainsi de suite. Ce qui a changé, c'est une vision nouvelle et créative. Vous pouvez avoir un désert, vous pouvez en faire un Eldorado. Tout comme vous pouvez avoir la terre la plus fertile et elle ne conduira à rien. Ce qui change encore une fois, Schrödinger, le regard, la foi, la capacité à travailler, parce que les émotions ne servent pas à grand-chose, sauf si on sait les gérer. Donc c'est pour ça que quand on parle d'Afrique d'ici 100 ans comme étant toujours une terre d'immigration, moi j'ai envie de voir une autre Afrique. Une autre Afrique qui travaille la main dans la main, qui ose le rêve africain, qui bâtit l'Eldorado africain. Et là, c'est les autres qui immigreront vers nous. Osons rêver un peu. Frère, je continue sur le français. Je me tourne vers Sir Qadr Abdelrahim, Sciences Po, Paris,
mais avant tout un être humain, parce qu'on ne se résume pas à nos titres académiques ou à nos titres professionnels, et un grand expert en géopolitique également. C'est Qadr. J'ai envie de vous reposer la même question. Sa Majesté Lainsro, il y a de cela 2 semaines, 6 novembre, fête de la marche verte, de la décolonisation, de la fin de la colonisation espagnole de l'Afrique, décolonisation du sud du Maroc, décolonisation du Sahara marocain, récupération du Maroc de son Sahara, continuum, début d'une autre marche qui est la marche de la prospérité, qui est la marche de la valorisation de nos provinces du Sud, la marche de l'investissement dans l'humain. Sa Majesté, dans ce discours de ce jour bien particulier, choisit de parler d'Afrique, choisit de parler de la côte atlantique marocaine comme une locomotive pour le développement de toute la région du Sahel, pour que la prospérité serve la paix. Alors ma question, elle sera évidemment sur ce binôme, cette bijectivité entre prospérité et paix sur le continent africain et aux yeux des regards avec nos amis européens. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci Amine. Tu m'obliges à un exercice très compliqué et en plus à prendre position. Je ne vais pas me dérober. Le discours du roi est fondateur parce qu'il permet d'entrevoir comment, du point de vue marocain, on entrevoit, comment on entrevoit le monde, en tout cas l'Afrique, pour le demi-siècle ou le siècle qui vient. Évidemment, on ne peut pas parler de ce sujet sans parler de ce qui se passe dans notre région du Maghreb et de cette relation compliquée, difficile et surtout, pour moi en tout cas, douloureuse avec l'Algérie. Si les choses n'évoluent pas, prenons l'exemple pire, l'hypothèse, pardon, alors on va vers la fracture. Moi, j'ai toujours été culturellement, socialement et puis aussi familialement un Maghrébin convaincu. Et je le dis depuis toujours, je l'écris et je le professe à mes étudiants, sans l'intégration maghrébine, il n'y a pas de salut au sens collectif. Aujourd'hui, le Maghreb, c'est environ un petit peu moins de 150 millions d'habitants. 150 millions de francophones, ma chère. Donc, on est dans une situation de paradoxe absolu où cette région du Maghreb, au sens large, incluant Mauritanie et Libye, est la région dans laquelle l'intégration économique, politique, humaine serait la plus facile à réaliser, compte tenu de ce qui nous traverse tous, de l'Atlantique jusqu'à la Libye. Et on voit que c'est tout le contraire qui se produit. Avant le panel précédent dans lequel nous étions, avec quelques amis ici, nous avons beaucoup parlé de l'Afrique, et j'ai dit, j'étais un peu vif, pas énervé, mais vif, parce que, je vais essayer de tenir 2 minutes, d'accord, Amine. Parce que on ne peut pas sempiternellement dire ou reporter la responsabilité de nos manquements vis-à-vis de nous-mêmes et de nos corréligionnaires africains, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'apporter les correctifs. 60 ans d'indépendance, quand même, c'est plus d'un demi-siècle, c'est presque 3 générations qui se sont succédées. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent sur lequel il y a le plus de conflits, quels qu'ils soient, historiques, politiques, ethniques, économiques, frontaliers, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que nous faisons? Afrique, Europe, equal to equal, or nothing at all. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains? Il y a des missions, nous avons parlé de cela tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des missions de paix qui sont soit conduites par des Africains et des soldats africains,
Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on nous demande en plus de gérer l'instabilité. Donc, est-ce que nous avons vocation à être ad vitam aeternam les sous-traitants d'une Europe qui est obsédée par la stabilité sociale sur son continent? Question. Et donc, je vous demande qu'on réfléchisse tous ensemble pour tenter d'apporter des réponses. Je reviens sur le Maghreb parce que ça me paraît absolument essentiel, économiquement, politiquement et humainement. Il y a ici tous les outils pour permettre que l'intégration maghrébine, l'UMA, c'est presque un gros mot d'en parler aujourd'hui, mais l'UMA pourrait être une locomotive. Et alors, puisque les choses, depuis que les hommes sont apparus sur cette planète, n'ont jamais évolué, les rapports de force changent, le regard, pour reprendre ta métaphore, Amine, le regard change. Parce que là, on ne parle pas de manière bilatérale avec le Marocain, avec l'Algérien, avec le... Non, on parle à 150 millions de personnes et on est obligé de tenir compte de leur opinion, de leur avis et surtout, par-dessus tout, parce que les relations internationales, c'est surtout ça, les intérêts. Qui tient compte de nos intérêts aujourd'hui, puisque nous sommes nous-mêmes divisés et fragmentés? Je ne vais pas aller plus loin. Merci, Amine. Tu remarqueras, cher frère, que j'ai été le premier à t'applaudir, aussi bien pour l'intelligence que pour l'excellence et la franchise. Et je respecte. Et je pense que ça rejoint aussi la main tendue chaque année par Sa Majesté le roi Mohammed VI et avec lui tout le peuple marocain pour l'ouverture justement des frontières et pour que, avec nos frères algériens, et pour que justement l'UMA soit une réalité. Et aujourd'hui, d'élargir cet exemple à la coopération notamment avec d'autres pays africains frères, dans le respect mutuel, dans la souveraineté et dans la prospérité. Parce que si entre nous, on ne peut pas parler de manière franche, comment peut-on attendre que d'autres le fassent? Si entre nous, on ne se respecte pas, comment peut-on imposer? Parce que le respect ne s'attend pas, il s'impose que d'autres le fassent. Merci beaucoup, cher frère. Alex Vines, to you actually the word and the honor actually of the last word. You have seen unfortunately that you are out of time, not to rush you, but you come actually with a special perspective since you are director of programs at Chatham House. So you got actually to be part of several actually think tanks and to several conferences. Any new ideas on how to encourage actually a new era of relations between the South and the North, more prosperous, more respectuous, and easy to implement? Because at the end of the day, that's what you are all looking for. Okay. Of course, applaudissements pour... Thank you very much. Very good to be back here in Tangier. And I'll try and be very brief because the clock is 0:00. Look, we are in an era now of enhanced multipolarity. And the question actually is, it's not zero-sum. That's the answer. It's not zero-sum. And so you see African countries at a bilateral level shopping around with different forums. It is an à la carte foreign policy that we're seeing. Take the Francophonie, for example. Number of members of the Francophonie are diversing their memberships. They're ripping up the old map. For example, Togo and Gabon joined the Commonwealth, for example. Angola has applied to be, at the same time, a member of the Francophonie and the Commonwealth. Equatorial Guinea has joined the CPLP. So there's a lot of moving around, a mixture. The BRICS, Egypt has joined. Algeria is disappointed they're not yet member of the BRICS. Again, I think we're seeing an era of more à la carte calculation going on, which is a definition of what countries' interests are. A big question will be, what's the African Union Pan-African vision versus the 55 states within the African Union and their own individual bilateral agendas? But that is what we're seeing. And Europe is also changing. There are many members in the EU 27 that have achieved their independence sooner
than African countries. And they are utilizing their experiences to engage Africa. For example, Slovenia is tying into its diaspora to have an annual Africa conference. And guess what? Slovenia got the African support to be on the UN Security Council. I think, well, because they beat Belarus, and I would prefer Slovenia to Belarus for a number of reasons. So African agency, African numbers, African voting is, I think, beginning to show how Europe itself is beginning to change, moving away from the old imperial narratives and neo-colonial ones to something that is different. And so we need to talk about modern Europe as well as modern Africa. And I do disagree the comment that the policies developed in Europe now at a bilateral level. Over the last 5 years, I've seen Slovenia, Malta, Poland, the Netherlands, Norway, all designing new policies of engagement with the African continent that are very, very different from what we would have seen 10, 15 years ago. And so this is an opportunity, I think, for enhanced engagement. But I do think one thing is very clear, that there is an enhanced desire for deeper bilateral relations as well as multilateral ones. President Ruto said, why does there need to be an EU-Africa summit? Why can't it just be EU-AU? And what Kenya wants is a much enhanced, for example, Norway-Kenya summit, that type of thing. And so I think that's something that we may see more of building up also stronger bilateral ties, as well as these variety of different forums, of which we're seeing a growth of them. And indeed, the Francophonie or the Commonwealth are not dead, they're alive. They've got waiting lists. Would you believe it, but Morocco is looking seriously at the Commonwealth. They may not join, but they're looking at what is the proposition, what are the advantages. Now that also requires the reform of those institutions. This is my final point. The global governance institutions are unequal. Africa is not properly represented in them. And there is an important meeting next week in Equatorial Guinea on Security Council reform and how the UN Security Council can be better representative of not just non-permanent members from Africa, but African ones also. And this is something that actually you have now seen consensus in the UN Security Council. Each permanent member has said that these institutions need to be reformed. They're saying this bilaterally because they can't say it collectively because of the divisions that we see in the global system. So I'm quite optimistic that this opportunity of multipolarity provides an opportunity for reset with younger generation people being involved. Thank you. Thank you, Alex Vines. Je ne ferai pas un mot de conclusion, mais plutôt un mot d'ouverture vers le futur, avec votre permission à toutes et à tous. Je pense qu'il suffit de voir comment la salle est archi-comble pour voir l'intérêt pour le sujet et l'intérêt pour les panélistes. Parce que d'habitude, les gens ils quittent au milieu. Là, il y avait plus de gens qui étaient rentrés au milieu. Donc, merci d'avoir éclairé le public avec autant d'intérêt. Je rappelle que Alex nous vient du Royaume-Uni, un pays ami aussi, avec lequel il y a plusieurs projets de coopération, notamment un projet qui me tient à cœur. C'est celui d'un câble sous-marin d'électricité verte, d'export du sud du Maroc, de Dakhla, jusqu'au sud de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Un projet commun parce qu'il créera de l'emploi pour tout le monde, créera du câblage, un projet durable parce qu'il y aura aussi des usines de plaques solaires, non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays africains frères, un projet aussi qui est innovateur parce qu'il se base sur la transformation d'électricité d'origine solaire, éolienne, mais aussi d'hydrogène vert par la suite pour compléter. Le Maroc est une destination première par rapport à cela à l'échelle mondiale. Mais si je croise cela avec le fait que l'inter-electrical grid du Maroc est arrivé jusqu'à Guerguerat au sud du pays et que demain il peut être connecté en Mauritanie, au Sénégal. Si je croise cela avec le projet royal du pipeline de gaz qui vient du Nigeria au travers de 13 pays, et faites-moi le plaisir de les nommer parce qu'il faut parler de nos pays africains. Nigeria, Togo, Bénin, Ghana, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, frère. Et en arrivant jusqu'au Sierra Leone, jusqu'au Libéria, jusqu'au Sénégal, frère, jusqu'à la Gambie, frère, tous ces pays sont frères, Mauritanie, frère, en arrivant jusqu'au Maroc, 13 pays souverains au total. Ce pays, ce n'est pas juste en fait le gaz, ce n'est pas juste de l'ouverture
vers de nouveaux horizons, ce n'est pas juste uniquement de nouvelles sources de devises, et elles sont importantes, c'est aussi de la co-industrialisation, c'est aussi de l'électrification, c'est aussi de l'ouverture vers l'industrie, c'est aussi de l'amélioration du niveau de vie du citoyen, mais surtout avant tout une Afrique qui apprend à se faire confiance à elle-même et à collaborer d'une manière participative avec nos amis, notamment avec nos amis européens, avec un regard nouveau, celui du respect et de la prospérité mutuelle. Un honneur d'avoir été avec vous et avec vous. Depuis tout à l'heure, ils me disent que c'est parfait. Et au plaisir de vous retrouver bientôt. Et le flambeau, il est entre vos mains. N'hésitez pas à venir les voir dans les couloirs et à prendre, en fait, pas seulement des photos, mais aussi à abuser et à prendre de leur sagesse, avec votre permission. Merci d'avoir été un excellent public et un excellent panel.